Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de France 24 à la une ce soir. Coup de force au Niger. Le président Bazoum est détenu dans sa résidence par des éléments de sa garde présidentielle. Situation confuse à Niamey. Les chancelleries occidentales ont exprimé leurs inquiétudes. Les négociateurs nigériens sont sur place et ils devraient être rejoints par le président Patrice Talon au nom de la CEDEAO. Nous accordons évidemment une large part de ce journal à cette actualité. Campagne référendaire qui se poursuit en Centrafrique pour la réforme constitutionnelle voulue par le président Touadéra et qui multiplie avec ses partisans des meetings dans le pays alors que l'opposition crie à la mascarade ou soutient une abstention. Reportage à suivre. Et à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous ferons un tour au Rwanda pour suivre la préparation des athlètes, mais aussi nous ferons un point avec les chances de médailles africaines, mais pas continentales, avec le consultant sportif international Silver Henri Cissé. On ouvre ce journal par la situation au Niger où une tentative de coup de force est en cours. Le président Bazoum serait retenu au palais avec sa famille depuis plusieurs heures. Des manifestations de soutien au président sont en cours et auraient été tentées d'être dispersées par des tirs de sommation. On retrouve Youssouf Seriba, journaliste, reporter, directeur de la publication du média en ligne Les Échos du Niger. Youssouf, quelle est la situation à l'heure actuelle à Niamey, à l'heure où nous parlons? Fatimata, la situation demeure très confuse. Actuellement, les rues sont très calmes parce que jusqu'à 20h heure de Niamey où j'étais dehors, toujours dans les environs de la présidence, il y avait quelques circulations, enfin quelques véhicules qui étaient en mouvement. Vous le rappelez tout à l'heure, il y avait eu une manifestation qui avait pour but d'apporter du soutien au président de la République, une manifestation qui a été dispersée par l'armée à travers des tirs de sommation, et ça s'est calmé. Ça, c'était un peu vers 18h. Ça s'est calmé et vers 19h45, les tirs ont repris dans les environs. Ça s'est encore calmé et donc ce que nous savons, il n'y a aucune information qui se dégage avec certitude. Donc nous essayons de vérifier quelques informations. Vous savez, il y a une avalanche d'informations qui tombent en ce moment. Oui. Difficile de pouvoir tout vérifier parce que les sources crédibles ne réagissent pas forcément. Bien sûr. Youssouf, justement, vous êtes sur place. Peut-être qu'on peut revenir sur les faits de la journée, vous qui êtes sur place. On sait que les premières informations ont commencé à tomber vers 9h. Dans la matinée, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? En fait, la première information a été donnée par une source crédible. Tout de suite, les gens ont cru à une rumeur. Et donc, nous sommes dépêchés sur le terrain et je suis là depuis 10 heures. Et la circulation était vraiment normale jusqu'à 17h où les tensions ont commencé. Et il y avait les messages relayés par les réseaux sociaux et tout cela. Sinon, depuis ce matin, même dans les allées de la présidence, la circulation se passait très bien. Il n'y avait aucun blocage depuis 9h. Aucun véhicule bloqué, les contrôles se passaient très bien jusqu'à vers 17h où les tirs ont commencé. Donc ça s'est calmé comme je l'ai dit. Et ce qu'on avait annoncé une mission de la CEDEAO qui serait à Niamey pour pouvoir négocier une issue de sortie pour le général Omar Tchani. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Très bien. On est toujours là sur le terrain en attendant de pouvoir voir quelle serait l'évolution de la situation. Merci beaucoup Youssouf justement, Seriba. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces quelques précisions. Je me tourne évidemment sur le plateau. Nous a rejoint notre rédacteur en chef Afrique, Stéphane Ballong. Stéphane, merci d'être là. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que tout serait parti d'un mouvement d'humeur. En tout cas, ce qui avait été annoncé, évidemment, dans la matinée, il y a eu du mouvement de la part du chef de la garde présidentielle. C'est bien ça ?
Absolument, vous faites bien de le dire. On est parti d'un mouvement d'humeur d'une partie de la garde présidentielle pour arriver ce soir ou à partir de quelque part au milieu de l'après-midi à une tentative de coup d'État, même au niveau de la cellule de communication de la présidence. On est passé justement de cette première expression-là à une tentative de coup d'État. Ce qui se précise ou ce qui se dessine, c'est en tout cas une partie de la garde présidentielle menée par ce général, d'ailleurs, qui s'appelle Abdourahmane Tiani, pas Omar Tiani comme on a pu l'entendre et le dire tout au long de la journée, et que c'est lui justement qui tient, qui bloque l'accès à la résidence du chef de l'État, du président Bazoum. Tout se passe, il faut le préciser, au sein du camp, au sein du palais de la présidence, où se trouve la résidence, mais aussi se trouve le camp. Donc, la situation reste confuse, comme le dit notre confrère sur place. Des négociations ont été menées au cours de la journée. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, des choses proches de la présidence. Il semble qu'au cours de la journée, il y a eu même des ultimatums qui ont été donnés aux mutins, entre guillemets. Mais jusqu'ici, voilà, on a le sentiment qu'on est dans une sorte d'impasse, un statu quo. Et alors Stéphane, on se demande pourquoi est-ce que l'armée, tout simplement nigériane, n'intervient pas ? D'abord, ce que nous disent nos sources, c'est que le président Bazoum n'est pas favorable à cette option, même si on dit qu'il a le rapport de force est en faveur des troupes qui sont restées loyales, fidèles au président. Il faut aussi savoir que tout cela se passe dans un camp, je le disais tantôt, et dans un camp, on craint d'abord évidemment pour la sécurité du président lui-même, mais on est dans un camp où se trouvent, où vivent aussi les familles des militaires. Donc il y a des risques de bain de sang, de victimes civiles. Et puis on peut tout à fait imaginer également que dès lors que la CEDEAO est rentrée dans la danse, si je puis dire, pour mener cette médiation, on peut tout à fait comprendre qu'il n'y ait pas, de la part des militaires, rester fidèles, rester loyaux, une volonté de mener cette opération tout de suite. Oui. Et la CEDEAO, rapide, cette fois-ci, on peut dire, parce qu'on a annoncé le président Talon, les négociateurs nigérians dépêchés par le président sont déjà sur place. On peut dire qu'il y a un changement de ton, en tout cas, ou de la manière de faire. Il y a un changement de ton, il y a une volonté, mais ce qui paraît tout à fait normal. Regardez un peu l'état de la CEDEAO qui compte en son sein 3 États qui sont dans une transition, j'allais dire, incertaine, le Burkina, le Mali et la Guinée. Le nouveau président nigérian qui a pris justement à la tête de cette organisation l'a dit récemment, qui a cette volonté de l'organisation de prendre d'une certaine façon en main les questions sécuritaires et les questions j'allais dire, de démocratie au sérieux dans cette région. Donc on peut imaginer que cela a conduit à cette réactivité de la part de la CEDEAO. Et c'est plutôt une bonne chose. Plutôt une bonne chose, effectivement. Merci beaucoup, Stéphane Balang, pour ces éclaircissements. Alors, évidemment, on ira et cet éclairage, on en parlera évidemment dans nos autres éditions tout au long de la soirée sur France 24. Et alors, on continue. Le Niger, vous le savez, c'est un pays partenaire privilégié de la France, mais pas que. Dans le Sahel, et le pays est en proie à de la violence djihadiste dans plusieurs parties de son territoire, qui est un des rares pays, d'ailleurs, on l'a dit, dans la région dirigée démocratiquement par un président qui a été élu démocratiquement, Mohamed Bazoum, et qui est au pouvoir depuis avril 2021. Mais l'histoire de ce pays vaste, pauvre et désertique est malheureusement jalonnée de coups d'État. Tout récemment, des putschs avortés l'ont été reportés entre 2021 et 2022. On fait le point avec Julia Guggenheim. Au Niger, une histoire jalonnée par les coups d'État. Le premier en avril 1974 contre Diori Amani, et le dernier en février 2010 qui renverse le président Mahamadou Tandja. Depuis l'indépendance de cette ancienne colonie française en 1960, pas moins de 4 fois, le pouvoir a été pris par la force,
sans compter les nombreuses tentatives de putsch. Comme cette nuit du 30 au 31 mars 2021, quelques jours avant l'investiture de Mohamed Bazoum, des tirs à l'arme lourde retentissent aux abords de la présidence. Des officiers tentent de renverser son prédécesseur Mahamadou Issoufou, lui qui soutient le président élu, Bazoum. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé. Installé au pouvoir, il dit reprendre la main sur la situation, notamment grâce à des arrestations. Dans le viseur du gouvernement nigérien déjà, le groupe en charge d'assurer la sécurité du palais. Par ailleurs, la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée ces dernières années, en particulier dans les régions frontalières du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria, où les groupes armés djihadistes mènent des attaques répétées. Au point que l'état d'urgence demeure dans plusieurs zones du pays depuis 2015, rendant la vie encore plus difficile pour les populations locales. Si Niamey s'appuie toujours sur Washington, Berlin ou Paris pour tenter d'endiguer la menace, les forces françaises et internationales ont progressivement quitté la région sahélienne ces dernières années, poussées dehors par les gouvernements militaires installés au Burkina Faso et au Mali. La campagne référendaire se poursuit en Centrafrique pour une réforme constitutionnelle. Le président Touadéra et les organisations qui soutiennent le pouvoir multiplient les meetings à travers le pays. Mais le mouvement démocratique pour le renouveau centrafricain est le seul parti d'opposition à participer à cette campagne au nom de l'abstention. Et les autres opposants, réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, se désengagent de ce référendum qu'ils qualifient de mascarade. Reportage de Rolf Steve Domialeux et Mélino Bandio. Réunis ici sur le terrain de Bégua, au nord de Bangui, ces milliers de militants du mouvement Cœurs Unis soutiennent le oui. Ces hommes et femmes sont convaincus que la nouvelle constitution apportera des changements sur le plan socio-économique. Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans cette nouvelle constitution? Eh bien, il y a des dispositions qui redonnent à la Centrafrique sa souveraineté et son indépendance. Ces textes nous donnent la possibilité de protéger les richesses de notre pays, de favoriser l'émancipation des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. Tout est inclus dans cette nouvelle constitution. Le mouvement démocratique pour le renouveau centrafricain qui avait initialement appelé ses partisans à voter le non, leur demande finalement de s'abstenir. Ils craignent des fraudes de la part du pouvoir. L'abstention, c'est une manière franche de trancher. S'il y a moins de centrafricains devant les urnes, mais tout le monde saura que les gens ne sont pas d'accord avec le référendum. En cas de victoire du oui au référendum, le mandat présidentiel passera de 5 ans renouvelables une seule fois à 7 ans sans limitation, ce qui permettrait au président actuel de se représenter. La participation des binationaux aux différentes élections en Centrafrique serait interdite. Cette constitution porte les germes d'une crise. On ne peut pas dire que cette constitution aura des avantages sur la condition de vie des Centrafricains. Nous avons connu des cas. Le président Bozizé avait voulu modifier la Constitution en 2011, mais nous connaissons la suite. Ce projet de nouvelle constitution a été rédigé par un comité mis en place par le pouvoir sans consultation générale. La campagne se poursuivra jusqu'au 28 juillet, 2 jours avant le scrutin. J-2 avant la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Quelques 3000 sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays sont attendus à Kinshasa, la capitale congolaise, pour cette compétition. Un vrai défi pour la ville qui a voulu montrer que le pays est à la hauteur de l'événement avec un couac. Ceci dit, la secrétaire générale de l'OIF ne sera pas présente à la cérémonie d'ouverture annoncée vendredi au stade des Martyrs de Kinshasa. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. C'est la dernière ligne droite avant le coup d'envoi de ces Jeux de la francophonie et c'est donc confirmé. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, ne viendra pas à Kinshasa. Les autorités congolaises avaient pourtant assuré qu'elle serait bien présente pour cette compétition. Mais selon l'OIF, la secrétaire générale n'a jamais reçu d'invitation de la part des autorités congolaises, ce qui l'aurait poussé à annuler sa participation.
Un couac qui illustre la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa reproche à Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui occupent depuis plus d'un an de vastes parties de territoire dans l'est du pays. Ce qu'il faudrait, alors que vous organisez votre propre cérémonie, vous faire inviter, je pense que s'il y a bien quelque chose que nous voulons éloigner dans l'esprit de ces Jeux, c'est cette forme de politisation. Et donc, si dans les chefs de Madame la secrétaire générale, il y a des motivations de cet ordre qui lui empêchent de venir finalement remplir sa part des responsabilités, mais nous, on considère que suivant les règles diplomatiques en la matière, des choses ont été faites pour qu'elle soit accueillie. Côté ambiance, on sent déjà l'effervescence de cette compétition ici à Kinshasa. Au total, 36 délégations ont confirmé leur participation. Le Québec et le Luxembourg se sont désistés. La France et la Belgique auront des délégations réduites. Incertitude aussi autour de la participation des sportifs rwandais. Alors certains athlètes sont déjà arrivés. On a pu les voir s'entraîner notamment sur le terrain de basket au milieu des ouvriers qui finalisent les derniers travaux. Alors accueillir ces Jeux, c'est un véritable défi pour Kinshasa, une capitale dépourvue d'infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales. 5 gymnases ont dû être construits, des stades ont dû être réhabilités, car l'objectif principal des autorités congolaises, c'est de montrer que le pays peut accueillir des compétitions internationales. On reste à Kinshasa pour vous dire que le président Tshisekedi ne se rendra pas à Saint-Pétersbourg au sommet Russie-Afrique qui s'ouvre demain. La raison invoquée est l'ouverture des Jeux de la francophonie qu'on vient d'évoquer. Et la présidence dément que des pressions occidentales aient pesé sur cette décision. L'opposition kenyane s'est réunie et a tenu une veillée dans plusieurs villes du pays où plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce mois-ci dans les manifestations contre la vie chère. Face à cette violence, le président Ruto a demandé à rencontrer le leader de l'opposition, Raila Odinga. On écoute le président kenyan. Mon ami Raila Odinga, je pars en Tanzanie pour une réunion sur le capital humain afin d'harmoniser l'expansion des opportunités d'emploi. Je suis de retour demain soir et, comme vous l'avez toujours su, je suis disponible pour vous rencontrer en tête-à-tête n'importe quand, à votre convenance. À un an, jour pour jour, des Jeux Olympiques de Paris, les athlètes du monde entier sont sur les starting blocks. C'est le cas des Rwandais dont le pays n'a jamais obtenu de médaille, mais investit massivement dans le sport depuis une décennie et accueille d'ailleurs des grandes compétitions internationales dont le basket et le cyclisme. Notre correspondant Clément Diroma a rencontré Claudette Ishime, jeune championne de natation espoir du sport féminin au Rwanda. Elle s'entraînait dans la capitale rwandaise juste avant son départ pour les championnats du monde de Tokyo. On l'écoute. Des dizaines d'athlètes rwandais ont l'espoir d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et parmi eux, retenez bien ce nom, Claudette Ishimwe, une jeune nageuse et championne du 50 mètres à seulement 18 ans. La natation n'est pourtant pas le sport le plus reconnu ni le plus suivi dans le pays, mais malgré le manque d'infrastructures, Claudette ne lâche rien. Cette semaine, elle avait rendez-vous au championnat du monde au Japon et une victoire pourrait lui permettre de décrocher une place pour les JO de Paris. Juste avant son départ, elle rêvait déjà de nager dans la Seine où devrait se dérouler les épreuves en 2024. J'ai très envie d'aller aux Jeux Olympiques à Paris. Ça me rendrait vraiment très heureuse, puisque ce seraient mes premiers JO. Donc j'en ai vraiment besoin. Mais je dois encore m'entraîner beaucoup pour être au niveau. Je dois arriver à faire 50 mètres en 27 secondes. Notre grande ambition, c'est les Jeux Olympiques. Cette fille est pour le moment la championne du sprint au Rwanda. Même si on la prépare pour ce championnat du monde au Japon, l'ambition principale reste les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Et on va continuer à la préparer jusqu'à ce qu'elle atteigne son meilleur niveau. Des nageurs rwandais étaient déjà présents aux Jeux de Londres en 2012 et de Beijing en 2008. Et puis, outre la natation, le pays des 1000 collines espère aussi se qualifier pour les épreuves de cyclisme, d'athlétisme, de taekwondo ou encore de beach volley. L'objectif, entretenir le rêve d'une première médaille olympique dans l'histoire du Rwanda à Paris.
Et pour aller plus loin, on retrouve depuis Cotonou Silver-Henri Cissé, journaliste, consultant sport international, auteur de nombreuses contributions sur le sport, dont l'Afrique et les JO de 1960 à 1990, dans l'ouvrage collectif d'une histoire mondiale de l'olympisme, coédition Atlante et Atlantique. Silver, merci d'être là depuis Cotonou. Et on commence déjà peut-être par votre exaspération qui est un marronnier à chaque Olympiade. On pose la question des performances africaines en termes continentaux. Et ça vous agace, car pour vous, on devrait poser les questions des médailles pays par pays, c'est ça ? Oui, c'est une irritation, c'est une exaspération par moment, parce que quand on parle de l'Afrique, on parle toujours d'un tout. Et on se rend compte qu'on parle de l'Afrique en matière économique, en matière sociale, en matière politique, d'un tout, alors que ça représente un quart de l'humanité et que si on veut s'intéresser à cette vaste étendue terrestre, il faut s'intéresser aux performances sportives pays par pays parce qu'elles sont complètement différentes. Si vous prenez par exemple le fond et le demi-fond, on voit, c'est une spécialité des pays d'Afrique de l'Est, du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Ouganda. Si vous prenez par exemple le basket, c'est plutôt l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Vous voyez, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas faire un tout. Il y a une forme d'essentialisation qui m'exaspère. On ne parle pas des médailles pour l'Amérique, on ne parle pas des médailles pour l'Europe, on ne parle pas des médailles pour l'Asie. Tout à coup, dès qu'il s'agit de l'Afrique, il y a une essentialisation, il y a une généralisation qui m'exaspère. Alors très bien, maintenant je vous prends au mot. Allons pays par pays. Qui sont vraiment ceux qui ont des chances de remporter, de performer pour cette édition 2024 ? Alors, il est très clair que, comme je vous l'ai dit, sur fond, demi-fond, ce sont des courses qui sont réservées aux sportifs des pays d'Afrique de l'Est. Ensuite, moi, j'ai un faible pour une championne. C'est une sprinteuse. Elle est ivoirienne. Il s'agit de Marie-Josée Talou, qui, malheureusement, aux 100 mètres et 200 mètres à Rio, a échoué, mais d'un cheveu. On parle d'un centième. Et aujourd'hui, elle est dans une forme exceptionnelle. Elle vient de remporter 4 Diamond League, c'est-à-dire 4 meetings de très haut niveau cette saison. Et m'est avis que si elle reste là sur ce niveau de performance, elle pourrait devenir la première championne olympique d'athlétisme, la première championne olympique ivoirienne d'athlétisme et de sprint, et ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je vous parle d'elle, parce que là, d'un seul coup, on met un projecteur sur un pays. Les gens seraient capables de mettre le projecteur sur la Côte d'Ivoire si on parle de la Côte d'Ivoire à travers Marie-Josée Talou et non pas d'une médaille africaine. Si je continue toujours avec la Côte d'Ivoire, je parle aussi d'un sportif que j'aime beaucoup. Il s'agit de Cheikh Cissé Salah, en taekwondo, qui a été médaillé olympique et même champion olympique à Rio et qui pourrait faire le doublé à Paris de 2024. Je peux parler aussi, par exemple, des handballeurs des pays du Maghreb qui, pour l'instant, ont échoué mais à chaque fois à quelques pas du podium. 4e place, par exemple, pour les Algériens. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'une équipe du Maghreb, qui est vraiment une spécialité, le handball, dans les pays de l'Afrique blanche, eh bien, se hisse sur le podium et pourquoi pas remporter une médaille d'or. Vous voyez, on pourrait faire comme ça toute une Bien liste sûr. Et jeter le focus comme ça sur des parties des régions de l'Afrique qui montrent la richesse de l'Afrique. Mais alors justement, vous dites aussi que finalement, les performances sportives, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent aussi, elles sont le résultat d'investissements au long cours. Et vous citez comme exemple le football, par exemple, que ce soit au Maroc ou au Sénégal, ils payent des années d'investissement. Donc il faudra investir dans le sport pour pouvoir remporter des médailles, si je vous comprends bien. Alors, vous savez, mon cœur est meurtri parce que le Sénégal ne sera pas qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui. Les U23 ne sont pas qualifiés. Mais je pense aussi, Silver, le mien aussi. Votre aussi. Mais je pense qu'avec l'investissement de ces 20 dernières années, eh bien, ils pourront peut-être prétendre aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Mais arrêtons-nous 2 secondes sur le football sénégalais. On parle du football marocain. Le football sénégalais aujourd'hui fait une razzia sur tous les titres continentaux. Il y a la CAN, bien sûr, qui a été remportée. Il y a le CHAN, il y a la Coupe d'Afrique des U23. Et ceci, c'est un investissement qui date de 20 à 25 ans. Un investissement profond, une politique justement pour aller chercher les jeunes, pour aller chercher des entraîneurs qui soient au niveau, pour avoir une formation qui soit digne de ce nom. Et aujourd'hui, on arrive à ce genre de performance. Le Maroc, c'est exactement la même chose. Le roi a investi dans un centre de formation de tout premier plan de haut niveau en 2009. Et si aujourd'hui le Maroc est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est justement pas, comme pour le Sénégal, un investissement en profondeur. Et les Marocains qui seront à Paris 2024, qui ont remporté la CAN U23, m'est avis qu'il faudra compter sur eux et qui risquent de faire une performance et qui sait, peut-être arriver en finale, et je l'espère en tout cas, remporter le titre olympique à Paris 2024.
De toute façon, on y sera, on suivra ça grâce à vous. Entre autres, merci beaucoup Silver Henri Cissé d'être passé par le Journal de l'Afrique, de nous avoir fait cet éclairage très intéressant et qui va nous donner envie évidemment de supporter les équipes africaines. Je suis sûre qu'on sera nombreux derrière le poste. Merci beaucoup et c'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et évidemment en particulier ce soir, partout au Niger, à Niamey, mais aussi à Cotonou en passant par Bangui. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.